Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. La première vague donc, des pèlerins djiboutiens au nombre de 250 donc, a regagné le pays. Et la pression internationale s'intensifie sur Bolsonaro concernant les incendies en Amazonie. Bonsoir à tous. Un premier groupe de 250 pèlerins djiboutiens a regagné tôt ce matin la capitale, donc après avoir effectué le pèlerinage donc à la Mecque, qui, rappelons-le, est le 5e pilier de l'islam. Les activités du Hajj ayant pris fin, l'heure du retour au pays donc a sonné pour les pèlerins, à l'instar des millions de fidèles venus du monde entier qui ont séjourné cette année dans les lieux saints de l'islam. Avant leur arrivée donc à l'aéroport international de Djibouti, nos pèlerins ont été conduits vers la ville de Djeddah où ils ont pris un vol à destination de Djibouti. Ils ont été accueillis à leur descente d'avion par le haut cadre du ministère des Affaires musulmanes, au premier donc desquels le secrétaire général par intérim Idriss Moussa et le directeur général du Diwan. Après avoir donc foulé le sol djiboutien, les pèlerins djiboutiens ont exprimé leur satisfaction concernant les conditions dans lesquelles ils ont effectué leur pèlerinage. Ils ont tenu à remercier donc et exprimer leur remerciement au comité d'organisation du Hajj mis en place par le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, qui, ont-ils dit, a mis tout en œuvre pour que leur activité de pèlerinage se déroule dans les meilleures conditions. Écoutons à présent l'intervention du secrétaire général par intérim du ministère des Affaires musulmanes, M. Idriss Moussa. Aujourd'hui à l'aéroport de Djibouti, les pèlerins sont revenus, c'est le premier vol qui est venu aujourd'hui. Ils ont bien honoré leurs premières obligations de pèlerinage à la Mecque. Ils sont satisfaits, très contents du retour à Djibouti chez eux, avec beaucoup de fierté, mais également d'humilité et de bonheur. Après avoir inspecté les travaux de finition de la nouvelle route Tadjoura-Balhou, le Premier ministre est arrivé à Tadjoura, la ville blanche. Entre Balhou et Tadjoura, la délégation a bouclé le trajet en moins d'1h30. Avant, il fallait compter pas moins de 4 à 5 heures pour faire le même trajet. Accompagné toujours du ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, et des autorités locales, le Premier ministre a visité différentes infrastructures. La délégation a notamment visité le centre médical de Tadjoura et l'agence régionale des routes destinée à accompagner le démarrage des activités de la nationale 11 entre Tadjoura et Balhou. La tournée de la délégation conduite par le Premier ministre est une exigence du président de la République afin d'envoyer un signal fort avant l'inauguration d'autorités donc locales, au secteur privé et à la population de la région qui attendent les retombées économiques engendrées par les activités de la route Tadjoura-Balhou et les activités du port de Tadjoura. Le corridor nord entre Tadjoura et Balhou sera un passage important à terme où une partie des marchandises en provenance et à destination de l'Éthiopie et de la région sera traitée. En effet, le développement des infrastructures routières fait figure de priorité dans l'agenda présidentiel et est la condition sine qua non du développement économique national et régional. En prélude donc à l'inauguration de la route Tadjoura-Balhou, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, accompagné d'une forte délégation, était hier donc à Balhou pour constater de visu les travaux de finition de la nouvelle route. Outre l'inspection, l'arrivée du Premier ministre à Balhou va rester dans la mémoire de la population locale. En effet, il y eut un heureux événement dans le petit village de Balhou. Un bébé garçon est né au moment où atterrissait l'hélicoptère du Premier ministre. Les heureux parents, Kabir Youssouf, un militaire, et la maman Fatouma Hussein, ont décidé de lui donner le prénom de Abdelkader en l'honneur du Premier ministre parce que en telles circonstances la coutume l'exige. Le Premier ministre a beaucoup apprécié ces gestes et s'est rendu auprès de la famille accompagné du chef de corps du Riyad, le colonel Ali Chehem, qui a félicité donc le jeune couple. On a été informé d'une joie importante, la naissance d'un bébé, d'un militaire. Et comme je suis arrivé là-bas, on a donné mon prénom. Voilà. Est-ce que ça se fait. Et il y a, dans la tradition aussi, il y a des gestes à faire. Nous allons le faire, Inch'Allah.
Toujours nouvelle nationale, dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2018-2019, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a entamé hier une rencontre avec les représentants des corps constitués de l'armée, de la gendarmerie, de la police nationale, de la marine, de la garde républicaine, des gardes-côtes et de la protection civile. Cette réunion avait pour objectif d'étudier des voies et moyens en vue des opérations de nettoyage des établissements scolaires qui vont démarrer le 26 août prochain. À noter également que la mairie de la ville de Djibouti a également été représentée à cette réunion préparatif. Rappelons que ce genre d'opération se déroule chaque année. Les autres forces armées et forces de sécurité ont toujours participé à cet événement et je crois qu'aujourd'hui, cet événement ou cette journée est devenue presque une journée nationale et marque toutes les consciences de notre population. Donc, la journée nationale a toujours été auprès du ministère de l'Éducation dans cet effort de propreté et nous sommes venus réaffirmer notre soutien et notre participation pour rendre nos écoles le plus propres possible. Également dans l'actualité, le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Arami, s'est rendu hier à Adouela, une localité située à plus d'une centaine de kilomètres de Tadjouraville, chef-lieu de la région. L'objectif de ce déplacement était d'aller à la rencontre en ce lieu de l'importante population de ce grand secteur de Dalha, de la sous-préfecture d'Adaïlou, laquelle résiste aux aléas climatiques et à l'absence d'infrastructures de base, mais cependant vit dispersée. Le ministre Arami s'était accompagné, comme à l'accoutumée, dans ses déplacements réguliers sur le terrain du sud au nord du pays, d'une forte mission comprenant les membres de son cabinet, les représentants des services déconcentrés des ministères sectoriels, comme ceux des affaires sociales et des solidarités, de l'éducation nationale, de la santé, à travers une équipe mobile, sans oublier les agents du programme ou du projet Prodermo du ministère de l'Agriculture. Arrivé aux environs de 11h à Adouela, par une piste donc en partie poussiéreuse, avec après le village de Guirori, une montée difficile d'une montagne pour accéder au plateau, la mission du ministre de la décentralisation a été accueillie sur les lieux par le sous-préfet Adel Mohamed et le vice-président du conseil régional Abdou Omar, ainsi que par une foule nombreuse et très enthousiaste. Après un traditionnel bain de foule, cap sous l'arbre à palabre du village où s'est tenue la réunion ouverte par le sous-préfet Adel Mohamed. Ce dernier, qui assure aussi l'intérim de son collègue d'Adaïlou en congé, a été délégué par le représentant du préfet Abdelmalik Mohamed Benouita, retenu par d'autres obligations. Prenant la parole successivement, les représentants de la population ont tous souhaité la bienvenue au secrétaire d'État Aramis et à sa délégation sur le grand secteur du plateau de Dalha. Ils ont unanimement tenu à remarquer donc que c'était la première fois qu'un membre du gouvernement était venu donc à leur rencontre pour s'informer de leurs conditions de vie et écouter également leurs doléances dans l'intention d'y apporter des réponses. Aussi, les représentants des populations ont soumis des doléances portant sur les problématiques de l'eau, de l'éducation et de la santé. Et enfin, chaque visite de terrain du secrétaire d'État à la décentralisation est également l'occasion d'un geste de solidarité envers les populations visitées. D'importants lots de vivres ainsi que des moustiquaires ont été remis aux responsables de ces populations pour être donc distribués. Le vice-président du conseil régional a apprécié donc l'engagement du secrétaire d'État Aramis dans ses missions dans l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes des régions rurales les plus reculées. Et prenons la parole donc lors de cette rencontre avec la population. Le secrétaire d'État Aramis a quant à lui tout d'abord remercié les populations du grand secteur de Dalha pour leur accueil. Il a informé son auditoire que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est très soucieux de l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes des zones rurales reculées et enclavées, et il lui a enjoint d'être à l'écoute de ceux-ci pour faire remonter les informations afin que des réponses y soient apportées en temps réel par les ministères concernés. Le ministre a exhorté son auditoire à renforcer la cohésion sociale qui fait leur force, mais également à se défaire d'une mentalité d'assister en participant activement à leur propre développement. Le secrétaire d'État les a rassurés d'avoir pris bonne note de l'ensemble des doléances. Il a promis de les partager avec ses collègues pour donc donner des réponses. En attendant, dans les 2 mois à venir, il a promis de les aider à la réhabilitation de la piste en leur accordant des matériels et de la nourriture pour la durée des travaux de façon à améliorer l'accessibilité du grand secteur de Dalha.
Il leur a également annoncé la visite prochaine d'une équipe conjointe de son département et du ministère des Affaires sociales et de solidarité, lesquels ne cessent de consolider leur partenariat dans le créneau de la lutte contre la pauvreté. Il leur a enjoint de s'y préparer et de collaborer avec celle-ci. Enfin, le secrétaire d'État Aramis a remercié les forces armées djiboutiennes et la gendarmerie nationale pour leur travail et soutien envers les populations vivant dans les zones les plus reculées du pays. Sport à présent, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport Hassan Mohamed Kamil a assisté à la réunion des ministres africains de la jeunesse et des sports et l'Union africaine qui ont exprimé donc à Sa Majesté le roi Mohamed VI leur gratitude pour les efforts déployés par le Royaume du Maroc en faveur du développement de l'Afrique dans divers domaines, notamment le sport. Le ministre de la jeunesse et des sports du Royaume du Maroc, Rachid Talbi Al-Alami, a souligné dans une déclaration faite à la presse en marge des travaux de cette réunion qu'il a été convenu en concertation avec la Commission des affaires sociales et de l'Union africaine de créer une plateforme institutionnelle visant à renforcer le développement du sport au niveau continental. Et toujours dans le cadre des 12e Jeux africains qui se déroulent à Rabat au Maroc, la compétition de taekwondo a débuté hier au complexe Moulay Abdallah. Cette discipline née en Corée du Sud, le taekwondo est de plus en plus populaire en Afrique, surtout depuis la médaille d'or de l'Ivoirien Cher Cissé aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Environ 300 participants de haut niveau venus des 4 coins du continent sont engagés dans ces Jeux africains. Certes, ce n'est pas comme le football, mais sur une grande partie du continent africain, le taekwondo est très pratiqué. Le jeune Djiboutien Abdelkader Roblé a remporté donc son premier combat contre un Sud-Soudanais et ensuite, il a été éliminé en 8e de finale par un Ivoirien. Le second Djiboutien s'est également incliné face à un Malien. 3 des 5 athlètes ivoiriens engagés pour la première journée de compétition ont raflé chacun une médaille d'or. La préparation pour l'avenir et pour les Jeux Olympiques, c'est plus important. Le premier athlète à 58 kg, il jouait la première match et il gagnait. À bon niveau, mais la deuxième match est perdue contre le Côte d'Ivoire. C'est le Côte d'Ivoire, c'est un grand pays au taekwondo. Mais Inch'Allah, à l'avenir, avec le comité olympique et la fédération djiboutienne, un projet pour encadrer les athlètes et les entraîneurs et les arbitres. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde, au présidentiel en Tunisie, notamment. Le Premier ministre délègue ses pouvoirs pour faire campagne. Le Premier ministre tunisien, Youssef Chahid, l'un des favoris de la présidentielle du 15 septembre, a annoncé avoir délégué ses pouvoirs pour assurer la transparence dans le processus électoral et éviter tout conflit d'intérêts. Prévu en fin d'année, cette élection a été avancée à la suite du décès le 25 juillet dernier du président Bekri Khaïd Essebsi à l'âge de 92 ans. Il était le premier président démocratiquement élu au suffrage universel de l'histoire moderne de la Tunisie. 26 candidatures ont été validées et 71 écartées au terme d'un examen préliminaire des dossiers. L'instance donc chargée des élections en Tunisie. La liste finale sera publiée le 31 août prochain. Et mardi, Youssef Chahid, devenu en 2016 à 40 ans le plus jeune Premier ministre de la Tunisie, a annoncé avoir renoncé à la nationalité française avant le dépôt de sa candidature, comme l'exige la Constitution. Incendie en Amazonie, la pression internationale s'intensifie sur Bolsonaro. Des dizaines de milliers d'incendies se propagent dans la forêt amazonienne, tout comme l'inquiétude des populations gagne la scène internationale. L'ONU a appelé à la protection de l'Amazonie. Et peu après, c'est le président français qui a exprimé son inquiétude dans un tweet malencontreusement illustré d'une mauvaise photo, comme beaucoup d'autres ont partagé sur les réseaux sociaux. Cette image notamment a été prise par un photographe, mais le président donc brésilien, le climato-sceptique Jair Bolsonaro, n'a pas apprécié. Il a accusé Macron donc de vouloir discuter de ces incendies en l'absence des premiers concernés, dénoncer son ton sensationnaliste, évoquer la mentalité colonialiste de la France dépassée au XXIe siècle. Et enfin, nous allons parler donc du sommet de G7 qui va s'ouvrir demain. La lutte contre les inégalités
est un des thèmes officiels de ce sommet du G7 donc, qui s'ouvre demain à Biarritz dans le sud de la France et qui s'annonce électrique avec des dirigeants aux antipodes sur les grands enjeux du monde. Le président Macron, hôte de cette année donc de la traditionnelle rencontre des 7 grandes puissances démocratiques et industrielles, va devoir déployer des trésors de diplomatie et d'habileté pour mettre ses pairs au diapason entre le dîner d'ouverture samedi et la conférence de presse finale lundi après-midi. Emmanuel Macron compte aussi afficher des résultats concrets sur certains sujets comme la lutte contre les inégalités, thème officiel du sommet, en élargissant les discussions aux dirigeants de puissances de bonne volonté comme l'Inde, l'Australie, l'Afrique du Sud ou encore le Chili. Il a également appelé le G7 à parler de l'urgence du problème des feux de forêt en Amazonie. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.